Alors, une idée qui nous a été suggérée par un de nos chers auditeurs, un kinovote, une liste de 6 films pour savoir quel film vous aimeriez que nous kinopodions dans le futur. Voici la liste. Chinatown, Angel Heart, Saturday Night Fever, Tandem. Ça suffit! Vous avez assez bouffé! Y a tout de même des limites! Allez hop! Remballez! True Lies. C'est génial. Ouais, bonjour madame. C'est vraiment des chiennes. dis donc. C'est incroyable. Ah ouais, on dirait du Kubrick, c'est simple. Ou La Piscine. Que du lourd. La balle est dans votre camp, les abracadamis. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber et mes mensch sont... Jeff Domenech. Comment ça, Salomon? Vous êtes podcasteur? Atmen Khelif, c'est pas grave, vous garde quand même. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Rabbi Jacob, 1973, réalisé par Gérard Houry, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes ciné-buddies. Atman et Jeff, la Dream Team, l'union sacrée, des cousins éloignés, chers à mon cœur. Salomon, Slimane, Salomon, Zazin, vous seriez pas un peu cousins? Je suis ravi que vous reveniez dans le show. Enfin, vous êtes de nouveau de retour au bercail pour parler Non, de non. notre Dream Team. Moi je suis ravi, plus que ravi. Bravo, ça commence très fort. Ça commence. Comment? Donc pour évoquer ensemble une autre Dream Team de la comédie, Gérard Houry et Louis de Funès. Mais avant que Jeff et Atman, Scheherazade des temps modernes, ne nous racontent une histoire et restent encore en vie le temps d'un podcast, n'oubliez surtout pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff. Ah, heureusement que j'ai celui-là. Un brillant sujet, discipliné, affectueux. Et maintenant, MC Jeff nous rappe le résumé, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre 2 étages. Rabbi Jacob quitte New York pour assister à la communion de son petit-neveu à Paris. Sur une route de Normandie, l'irascible Victor Pivert rentre à la capitale avec son chauffeur Salomon, Monsieur, attention! Regardez, qu'est-ce qu'il fout dans la 3e file? car il doit marier sa fille Antoinette le lendemain. Un jour comme aujourd'hui, il peut faire ça à moi. Pendant ce temps-là, des activistes arabes se préparent à kidnapper et tuer un opposant politique du nom de Mohamed Larbi Slimane. Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouic? Le hasard met en présence Pivert et Slimane. Les 2 hommes se retrouvent en lit, déguisés en rabbins, afin d'échapper aux tueurs, Attendez. ce qui va entraîner d'énormes quiproquos. Car tout le monde va prendre Pivert pour le célèbre Rabbi Jacob. Parfait mon pitchoun, du beau travail comme toujours. Et maintenant je me tourne vers Atman pour nous raconter la genèse du film. Mais je voudrais quand même préciser avant tout que, contre vents et marées, nous avons décidé de vous inviter à partager avec nous un moment de légèreté et d'humour dans un monde malheureusement encore plus divisé, chaotique et douloureux qu'à l'époque. Serrez-vous la main! Donc heureusement Atman est là pour nous raconter la genèse du film. Ben, la genèse de Rabbi Jacob, elle est simple, comme le dit la grand-mère dans le film. C'est un miracle, un véritable miracle. À la sortie en 71 de La Folie des Grandeurs, Gérard Houry a cette idée qui persiste dans sa tête, sans livrer des messages, de faire un film sur la tolérance, le rapprochement juif-arabe, et de raconter un petit peu son parcours aussi de juif non pas pratiquant en France. Donc voilà. Vous entendez? Ils disent Amen. C'est bien. C'est comme chez nous. Il a cette figure de juif hassidique noir qu'il avait recroisé à la sortie de la guerre, devant une synagogue avec des amis, plus cet énorme gag qu'il veut mettre depuis longtemps dans ses films, cette usine de chewing-gum. Et bien sûr, Louis de Funès. Ces 3 atouts qu'il a, enfin, ces 3 images qu'il a, enfin, ces 3 petits ingrédients qu'il a, c'est un peu mince pour faire un film. Surtout qu'il perd Marcel Julien, qui travaillait avec lui sur le Corion de Andrew, qui ne peut pas faire de l'édition. Mais il a, avec lui,
sa fille, très importante, qui arrive de New York, qui a vu une série qui s'appelle All in Family, avec Carol O'Connor et Rob Reiner. Rob Reiner qu'on salue, voilà, beau. Et ce Rob Reiner joue un juif qui vient un petit peu dans cette série titiller un Américain un peu raciste. Il se dit c'est un joli point de départ pour le caractère de cet industriel, Victor Piver, qui va jouer De Funès. Quoi? Regardez, un Suisse et un Allemand. Et alors? Un Suisse et un Allemand, on n'est plus en France ici. Eh bien, Seattle, c'est très très dur. Malgré le conflit israélo-palestinien, ils arrivent à écrire qu'ils ne parlent pas du tout de ça, une comédie où, comme un grand caractère de Molière, cette espèce de raciste intolérant va être précipité dans des aventures, il va avoir comme dirais-je, un énorme voyage pour comprendre qui il est. Qu'est-ce que c'est que cette tribu? Comment c'est une tribu? Ce sont mes amis les schmolls. Ils m'ont invité à la synagogue, alors moi je les invite à l'église. Pour devenir tolérant, humain, toujours par la drôlerie. De Funès, c'est son meilleur rôle, explose dans les gags, parce que ce film était quand même aussi un miracle, parce qu'il a eu la comédie de Meur. Voilà, je prends l'avion avec une femme. Une femme? Mais vous êtes fou! Oui, je suis fou d'elle. La comédie de gag, la comédie de situation, avec quand même, les gens ne veulent pas dire avec quand même un message. De Funès, pour moi, c'est son meilleur rôle. Piver. Piver, comment Piver? Le film sort, pas sous la production d'Alain Poré, qui ne le sont pas à l'époque, mais c'est Bernard Jeanval qui le produit. Le film est un carton quand même, malgré le sujet, 7,3 millions, sort en 73, il est tourné l'été juste avant. Malgré les difficultés, le film sort. Un casting A de grands second rôles. Une musique très très rythmée. Des ingrédients qui font ce miracle de Rabbi Jacob, qui est à la fois un film, pour moi, la synthèse de tout le cinéma de Gérard Houry, puisque Gérard Houry, malgré tous les messages qu'il a voulu donner dans ce film, le met ultimement dans celui-là. Et permet de nous, on va dire, de faire son dernier grand film, comme le dernier grand film de Funès. C'est intéressant parce qu'on avait parlé, c'est notre trilogie des comédies. La dernière dont on avait parlé, c'était L'aile ou la cuisse, où on avait vu un De Funès qui était obligé de changer de registre pour des raisons de santé et donc était par conséquent également un peu amoindri physiquement. Mais là, on a Prime De Funès dans de la force. Tu dis son plus grand rôle et effectivement, c'est incroyablement physique ce qu'il fait parce qu'il est, il est quand même pas tout jeune non plus. Et il a cette incroyable... il est musclé même, il fait des trucs très très forts physiquement. Il s'est préparé au film, et puis le duo, c'est Houry De Funès. Ce n'est plus Bourvil De Funès, ce n'est plus Montand De Funès. Ouais. Mais Claude Giraud est là, mais il arrive un peu tard. Il n'a pas le rôle n'est pas écrit pour qu'il soit, que ça soit un buddy movie. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Pas un mot, pas un geste. C'est vraiment le clip de Funès, le show de Funès, comme jamais on l'a vu. C'est pour ça que je trouve que c'est son plus grand film. Avec ses gags, effectivement, Jeff, c'est ce cahier de gags avec lequel travaille Gérard Houry, qui est une façon très différente de travailler d'autres comiques ou d'écrivains de comédie, en fait. Et lui, c'est un peu à l'américaine. Ce sont des gags auxquels il a pensé pour d'autres films, comme cette usine de chewing-gum dont on va parler pendant 7 heures dans quelques instants. On va mâchouiller. Pour revenir à cette histoire de Funès, il a voulu revenir, je pense, avec Gérard Houry plus tard, mais ils se sont plus jamais revus trop, je veux dire, sur les plateaux, parce qu'il y a eu cette maladie. Et c'est bien de voir ce film-là aussi comme le dernier Houry. Hein. C'est pas que le dernier de Funès pour moi. C'est vrai, mais Jeff, tu nous avais parlé du projet avorté du crocodile, donc on va pas revenir là-dessus. Tu sais, on en avait parlé justement à l'occasion de L'aile ou la cuisse. Mais c'est intéressant, parce que Gérard Houry est fasciné par cette communauté juive orthodoxe aussi, qu'il a envie de montrer, alors qu'il n'avait jamais exprimé ça dans ses films avant. Et il se heurte effectivement à plein de choses. Non seulement, comme tu dis, une conjonction de planètes en termes de talent, mais aussi ce qui se passe dans le monde autour de lui, entre la guerre des 6 jours. Mohamed Larbi Slimane? C'est moi. Personne ne viendra au rendez-vous. Tu es tombé dans notre piège, Slimane. Entre l'affaire Ben Barka, toutes ces affaires qui viennent tout d'un coup nourrir le film, comme il a pu faire avec la French Connection pour le Cornio, il se base une fois de plus sur des faits divers souvent dramatiques. Ah, la schnouf! La schnouf qui fout le camp! Et qui amène ce contrepoint, comme Billy Wilder avec le massacre de la Saint-Valentin dans certaines choses. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, lorsque ils sont au De Mago. Mon colonel,
peut pas l'enlever comme ça, en plein Saint-Germain-des-Prés. Ça a déjà été fait. Et toi? Donc c'est une allusion à Ben Barka sans le citer. Et à ce propos, j'invite nos spectateurs à découvrir ce magnifique film qu'a fait notre ami Atman, où il joue le rôle de Ben Barka dans l'affaire Ben Barka. Le film est dispo sur YouTube, je crois. Hein. Et alors il passe plus trop à la télé, mais il y a un casting exceptionnel et notre ami Atman a le rôle titre. Et vous savez qui je dois rencontrer? Je n'ai pas à le savoir, monsieur Ben Barka. Je sais qu'il est homme, donc il va pas en parler. Donc moi je peux en parler. Il livre une performance exceptionnelle. Et donc c'est devant chez Lip. Ça donne envie de le voir, effectivement. Daniel Thompson, t'as vu ce qu'elle dit, Atman? Elle dit on me demande toujours si on pourrait refaire Rabbi Jacob, mais déjà à l'époque, en fait, ils se questionnent sur la possibilité de le faire, parce qu'ils essuient plein de refus, et personne veut toucher à cette espèce de brûlot qui, effectivement, ils ont peur de se mettre à dos les communautés juives et les communautés arabes, les deux, quoi. Les producteurs n'y vont pas. Alain Poiré, qui produit d'habitude les films de Louis, ne va pas être dans sa... Il est en mauvaise posture parce qu'en fait, même s'il a fait un gros succès avec La Folie des Grandeurs. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Voilà. Vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi, je ne donne rien. Le boulevard du Rhum a perdu beaucoup d'argent et il est en position un peu instable. Mais en plus, il n'a pas très envie de traiter de ce sujet, je crois. Et le producteur, il s'appelle Bertrand Javal. Il s'est ruiné après, je crois. Il a essayé d'entourlouper De Funès. Daniel Thompson dit qu'il n'avait pas vraiment les épaules pour un projet de cette envergure. Oui. Mais ça ne se ressent pas trop, parce que c'est toujours ce côté gros budget un peu que Ouri avait déjà pour des comédies, alors que c'était pas le cas toujours à l'époque. Ouri est très fort parce que, sorti de gros succès comme La Folie des Grandeurs, La Grande Vadrouille et Le Corneau, il entraîne ses spectateurs, son public, et veut dire ses followers, je veux dire, sur un sujet très dur. Le peuple est avec moi. Oui. Mais le pouvoir est au bout du fusil. Mao Zedong. Au lieu de partir dans une pantalonnade, et comme c'est toujours l'adage, tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, il veut parler de ses racines, il veut parler, et il met au service de la comédie, avec l'acteur fétiche, le roi, je veux dire, la quintessence même de la représentation du français qu'est De Funès. Il se sert de lui comme un vecteur par le rire, de nous faire passer plein de messages sur l'intolérance, les préjugés. C'est très très fort, c'est pour ça que j'adore le film. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx. Non, Che Guevara. Et on mais rigole. Si tu regardes les films d'Ouri, le sujet, ça ne prête pas à rire, souvent les films d'Ouri. La Grande Vadrouille, c'est quand même l'occupation à Paris. Même Le Corneau, c'est quand même sur le trafic de drogue, même si c'est sur le comédie. Rabbi Jacob, pareil. L'As des As, c'est un gamin qui perd sa famille, etc. pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est des sujets qui pourraient ne pas être traités en comédie. Mais lui, le fait évidemment avec beaucoup de talent. Et comme l'a dit Jean tout à l'heure, c'est quand même sa grande période. Années 60-70. C'est vrai qu'en perdant De Funès, après, il a fait 2 films avec Pierre Richard. Il y a des choses dans le coup du parapluie que j'aime bien, mais qui ne sont pas non plus... Moi, je ne peux pas y toucher. Oui, le parapluie, alors. Mais comme disait Billy Wilder, le plus grand terreau d'une comédie, c'est le drame. Hein, voilà. Lui, il le disait quand il jouait Ruy Blas, Ouri, il se marrait d'entendre tous ces trucs-là. C'est pour ça qu'il en a fait des Folies des Grandeurs. Quand il écoutait Ruy Blas, en jouant dans sa vie, il disait, mais la comédie française, mais si on tirait la situation, si on les tirait plus loin, ça ferait une super comédie. Hein. Tout ça, c'est pour le roi. Avec cette arme de guerre qui était De Funès en particulier à cette époque, ça c'est pour moi. Qui avait cette physicalité dont je parlais et qui pouvait faire des trucs dignes des films muets, dignes de Chaplin. Et il le prouve dans ce film plus que jamais. C'est la première fois que Ouri travaille seul avec sa fille sur ce film-là. D'habitude, il bosse avec Marcel Julien aussi. Et Marcel Julien, après il est passé éditeur, je crois, chez Plon. Et en fait, ce qui énervait Marcel Julien, c'est de bosser pendant 1 an sur une écriture d'une comédie, d'une simple comédie. Pour lui, c'était beaucoup trop long, pour une petite comédie, etc. Ça, plus le tournage, enfin, ça lui prenait 2 ans de sa vie. Et il croise Ouri au moment où il préparait Rabbi Jacob, chez Livre, justement. Et il lui dit, tu commences l'écriture? Ouais, c'est bon, on tourne en 18 mois. Il fait, 18 mois à peine? Tu bâcles? Non, mais on est quand même, et là je dis, on n'est pas très loin dans les parce que Ouri a fait beaucoup de films où le gag venait aux comédiens, c'est-à-dire là il travaille sur un caractère, ce que fait beaucoup Francis Weber.
Francis Weber travaille plus sur les dialogues. C'est plus ciselé chez Weber. Là, la comédie Rabbi Jacob ressemble un peu plus au film de Weber, moi, je trouve. Non, mais je dis ça parce que... De Molière, effectivement, avec de Molière aussi. Central, qui parce que d'habitude, il a 4-5... il y a beaucoup de... Il se laisse aller dans le Grande Vadrouille au Cornio à beaucoup d'explications, à des dialogues. Là, chaque dialogue est ciselé, chaque dialogue est comique, chaque plan est comique. Si on déroule un peu le film, on verra qu'il n'y a rien de trop sur les regards, sur les... Je veux dire, je prends un exemple. Il se laisse aller sur la scène des gendarmes avec le Poirot, à faire des contre-champs sur le flic qui est joué par Jean-Jacques Moreau, qui fait des têtes incroyables. Ça, c'est très ciselé. Ça, c'est un montage vraiment à la Mel Brooks, à la Billy Wilder. Vraiment, on est vraiment clac. Ce qui est intéressant en plus, c'est que ce jour-là, j'ai lu une anecdote, Jeff, tu pourras peut-être la confirmer, c'est qu'en fait, De Funès arrive sur le plateau après avoir lu une critique où on dit qu'il a un jeu grimacier. Et en fait, Ouri lui dit, vas-y, fais des grimaces pour signaler ta présence aux deux flics, qui sont très bien d'ailleurs les deux acteurs. Et il veut pas. Il veut tout d'un coup le jouer sérieux, il veut pas faire la scène. Il y a des acteurs comme ça tout d'un coup qui veulent plus jouer comique et c'est compliqué à gérer pour un metteur en scène. Et finalement, il a réussi à le convaincre et il en a fait 10 fois plus et c'est une très grande scène. Et ils se sont engueulés ce jour-là. Hein. Ouri, il a gueulé dessus, non mais tu viens, je t'ai engagé pour ça, etc. Ouais. Donc ça a été une prise de tête entre les deux, il voulait pas sortir de sa loge. On est passé devant un magasin, on était en taxi, il y avait un magasin qui s'appelait Rossignol ou je ne sais pas quoi, et il s'est mis à me faire l'oiseau, des bruits d'oiseaux absolument complètement délirants. Comme ça dans le taxi, j'ai commencé à me tordre de rire et je l'ai appelé Pivert. Comment vous appelez-vous? Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Parce que je savais que si je lui demandais de faire les cris d'oiseau avant de tourner, il ne les ferait pas. Pivert comme un Pivert. Mais je l'ai canalisé sans qu'il s'en rende compte, je ne devrais pas te dire ça. Non, mais c'est très intéressant. Savoir que cette scène de la station-service, Fina... Oh, il n'y a plus d'essence. Faut que je m'arrête. Fina. Comme dans La Merdeur, pour les jouer. Arrêtez-vous. Non, il faut une station Fina. Pourquoi? Pour les 100 ans. Les 100 ans. Oui. A été tourné le 3 juillet 1973. Mon anniversaire. 2 ans jour pour jour après la mort de Jim Morrison. Et j'aimerais que Atman nous dise pourquoi. Écoutez, pour revenir sur Gérard Houry, moi j'ai vu quelques making-of. Le type est assez gueulard quand même. Hein. Il ne laisse pas passer des choses. Je pense que la colère qu'il a eue avec De Funès à ce propos a dû être assez salé. Et De Funès est injustifié le fait, parce que c'est vraiment pour attirer. Il était connu pour être effectivement très gentil et c'était un rieur. Et ça, les acteurs, en particulier les comiques, aiment bien avoir quelqu'un qui se retient de rire derrière la caméra pour pas ruiner la prise. Mais il y a une espèce de complicité, parce qu'en fait, il a commencé comme acteur aussi, Houry. Et souvent, les grands metteurs en scène ont quand même une expérience d'acting aussi. Tu en sais quelque chose, Atman? Oui, tout à fait. Un bon acteur. C'est De Funès qui lui a dit à Gérard Houry, à la fin de son premier film, tu te trompes, tu t'es trompé de... Tu es fait pour faire de la comédie, quoi. Et c'est à partir de là qu'il a écouté et qu'il a écrit Le Cornio, qu'il a écrit La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, qui est le film qui a une deuxième fois libéré la France, comme l'a dit très bien Marcel Julien. La France a été libérée en 1945, mais La Grande Vadrouille a libéré les Français de l'occupation, de la collaboration. Ils ont un peu rassemblés. C'est vrai, mais là... Et Rabbi Jacob a libéré les Français de leurs préjugés, de leur défiance vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est ça. C'est là, mais là, on peut établir un dernier parallèle, mais toute proportion gardée bien sûr, mais quand Lubitsch fait To Be or Not To Be, ou Chaplin le dictateur, c'est en plein pendant les événements dont parle le film, si tu veux, le monde est en flammes. Et là, c'est un petit peu le cas en fait aussi, puisque t'as les assassinats de Munich, t'as beaucoup de conflits entre Israël et les voisins arabes. À l'époque, il y a 4 guerres qui s'enchaînent comme ça, de la guerre des T'as des détournements d'avions. Ouais, donc c'est énorme. T'as Septembre Noir là qui sont tous, voilà, c'est costaud quand même. Hein. Mais je pense pas qu'il l'écrive en pensant à ça. Je pense qu'il l'avait écrit, que ça lui est tombé dessus, mais ils ont continué à le faire. Et le film, le film permet à la France d'avoir un peu d'humour sur soi-même, et je trouve ça très très beau. Voilà, si on déroule un peu la chose, on laisse De Funès vraiment se laisser aller sur les Arabes. Vous comprenez qu'ils règlent leur compte entre eux. Très bien. Moi, il y en aura, mais pas chez nous, monsieur le commissaire. Mais où sont-ils? Mais ils sont là.
sur les Juifs. Mais c'est intéressant ce que tu disais, parce que c'est l'apport de Daniel Thompson qui habite à l'époque en Amérique et qui voit effectivement Archie Bunker. C'est le personnage dont tu parles dans All in the Family, joué par Carol O'Connor. Et en fait, elle ferait la même chose en voyant les sitcoms aussi pour la Boom, où tout d'un coup, les films d'adolescents, qui n'existaient pas beaucoup en France non plus. Avant, c'était plus l'hôtel de la plage et tout, c'était autre chose. Je dis pas que c'est pas bien. Mais là, justement, elle amène quand même une modernité aussi et un regard qui fait que tous ces ingrédients se mélangent formidablement pour donner une sauce. C'est une grande scénariste. Hein. Elle arrive. Je pense qu'elle est arrivée, et Julien l'aurait pas fait, à faire accoucher son père de quelque chose de fort, sans enlever ce qu'il aimait vraiment, le gag et ses acteurs fétiches. Voilà. Ouais. Ils ont été bloqués au niveau du scénario, parce qu'il y a une des plus grosses incohérences de l'histoire du cinéma dans le film. C'est lorsqu'ils sont dans les toilettes. Monsieur, ça ne va pas? Votre ami est malade? On peut vous aider? Tu m'étonnes. Qui récupère les deux rabbins, donc qui récupère les fringues, le chapeau, tout ça. Mais comment tu peux récupérer une barbe? Non, pas la moustache, non. C'est totalement impossible. Et Uri et Daniel Thompson disent, écoute, on part chacun dans notre coin 15 jours, on va bien trouver. Et ils n'ont pas trouvé. C'est De Funès, ça passera, les gens se poseront pas la question et personne ne s'est jamais posé la question. C'est du cartoon, c'est une autre logique, quoi. Et il y avait un deuxième truc qui les avait un peu aussi freinés, c'est cette histoire de Shabbat, où normalement Rabbi Jacob ne prend pas l'avion. Voilà, mais il arrive quand même à l'aéroport, puisqu'on est dans de vendredi, samedi, la même soirée. Mais bon, ça, les gens ne le savaient pas trop bien. Le coup de la barbe dont tu parles, Jeff, c'est directement un hommage à To Be or Not To Be. Le fameux gag de la barbe quand Jacques Bény l'arrache au collabo, enfin au traître, tout ça, et tout, il la remet. Là, ils ont vraiment des grosses références et ils s'en inspirent et il les magnifie, même il les cite. Et ça, c'est assez beau, quoi. Voilà. Le film a fait plus de 7 millions d'entrées, ce qui est énorme quand même pour l'époque, surtout pour ce sujet-là. Il a été nommé au Golden Globe. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on pourrait éventuellement vous téléphoner de Hollywood. Ça vous est arrivé. J'ai refusé. Ça vous arrivera encore, probablement. Et ce sera difficile à refuser de plus en plus. Non. Mais c'est pas attirant pour un acteur d'aller là-bas. C'était autrefois, mais maintenant, ça c'est un peu terni, tout ça. Puis c'est plus Hollywood, je crois pas. Maintenant, on tourne à New York, on tourne partout. C'est un terme générique, oui, c'est ça. Pour le cinéma américain. Non. Donc pour une comédie, c'est quand même assez rare. Et cette même année, il y avait Lacombe Lucien, Amarcord, et c'est Bergman qui a gagné pour Scène de la vie conjugale. Un petit quiz. Quel film écrit par Francis Weber a gagné un Golden Globe? Waouh. Les trois The Bird Cage. Non, La cage aux folles. La cage aux folles. Voilà, c'est ça. Celui de Molinaro. Hein. Du Molinaro, ouais. Bien joué. Moi, je voudrais parler de quelques acteurs pour arriver à cette espèce d'usine. Parce que moi, parce qu'il y a quand même des énormes morceaux de bravoure dans ce film. Et il y a cette usine de chewing-gum. Voilà, où je voudrais parler quand même de Gérard Rouy qui n'a pas vraiment ménagé son comédien. Je veux dire, il est dans la flotte. Je pense pas qu'on peut lancer de l'eau chaude quand on fait de la fausse pluie. Il meurt. Qu'est-ce qu'il dit Il prend le bolide. Dans les temps, tu as fait des films terrible. Moi, ça m'a fait penser à du Herzog avec le bateau. Oui, carrément, il tire ce bateau. Ouais, il a failli mourir d'ailleurs. Rémi Julien, t'as vu, Jeff a failli mourir. Il est resté bloqué, Rémi. Et c'est un plongeur. Il retrouvait pas la bagnole parce qu'il y avait de la vase. Rémi était bloqué par les pieds. Il a dit, je me suis vu mourir. Et heureusement, le mec a retrouvé la bagnole. Il a pu sortir Rémi. Attends, la fameuse scène où il se... T'as vu le nom du bateau? Germaine 2, qui s'appelle le bateau. Ouais. Et la scène du camion, moi, m'a rappelé les choses de la vie. Hein. Tu vois, c'est un truc un peu... Ouais, exactement. Ouais. Et il n'a pas pris Claude Jansac parce qu'il voulait justement se détacher des gendarmes. Ouais. Et Uri a pris dans la grande fusil de l'air. On demande passager Pivert. Victor, reviens. Victor. Mais parlons encore un peu de la scène où il court quand même tout nu sur le bord de l'autoroute. T'as vu, il faut le faire quand même. Là, il montre qu'il a, il fait penser à Buster Keaton ou à ces comédiens justement qui ont une grande fiscalité. Et l'usine de chewing-gum. Alors là, c'est incroyable parce que ils sont dans un mélange. T'as vu, c'est le blob. Et il paraît que ça a grossi sur le plateau à cause de la chaleur des projecteurs. Les pompiers ont été obligés et puis ils séchaient dans cette coque, donc ils devaient pas pouvoir aller aux toilettes et tout. Il ressemble à Fantomas d'ailleurs quand il est ouvert comme ça. Il ressemble à... D'abord c'est E.T. avant l'heure, c'est la soupe aux choux avant l'heure. Il y a un truc important chez Uri, c'est qu'il a une, je sais pas, il a une adoration pour la couleur verte. Il l'a souvent donné à De Funès.
Ça vient de Dufy. Dont Salus. Ça vient du peintre Dufy, un ami de sa grand-mère. Dufy dont il parle dans la Jaguar verte dans le cornion, et là, ce truc vert. Et ce qui est intéressant dans la comédie, c'est que avant que De Funès balance des choses racistes, il le déguise. Alors il est vert pour insulter les Mohicans, il est noir tout de suite après, il est puni de couleur, après à toujours avoir un... Il y a du blackface, t'as vu quand même, ça c'est quand même... blackface, c'est assez hardcore. Mais tout est bien fait. Les cheveux restent blancs, on dirait Oncle Benz. Honestly, I don't speak French, but I had a very good laugh. This was effortless funny. This was really funny, and I'm definitely going to watch this movie. Ils mettent un truc de Nouvelle-Orléans, on dirait un truc c'est très drôle. Moi, j'avais vu ça quand j'avais 13 ans, c'est le gars ultime, enfin, le truc, c'est pour les enfants, quoi, cette espèce de type qui tombe avec tous les assassins qui tombent le truc vert, c'est une énorme comédie. Non, mais en plus, t'as vu, il tombe avec une énorme chaise de bureau et tout. Ils auraient pu se faire très mal. Ensuite, tout le numéro à la Jerry Lewis où ça colle partout, il enlève la poignée de porte, le téléphone, etc. C'est du grand cartoon, ça, effectivement, tu te dis. Mais là, tu te dis, il n'y a que De Funès qui peut faire ça et l'assumer aussi fort. Peut-être Pierre Richard aurait pu le faire, mais ça aurait été. De Funès, il est dans un drame absolu. Quand il essaie de téléphoner avec les doigts, les feuilles, on est mort de rire. Je veux dire, il est vraiment victime. C'est du Marx Brothers, mais il a une tête incroyable, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Il a le bout du truc qui colle, le coup du film. Avec les capotes sur la tête, tu sais, avec l'effet spécial des capotes sur la tête et tout. Ils ont mis des préservatifs. Il paraît que les billes qu'ils ont lancées, pendant des années après dans le studio où ils ont tourné, ils continuent à trouver des billes partout. Des billes partout. Ah oui, c'est un studio. Les acteurs se sont plaints. Je sais que Gérard Darmon dit qu'ils ont eu des conjonctivites. C'était des heures pour enlever ce truc-là, mais dégueulasse. On le voit d'ailleurs dans les cheveux de Funès. Moi, j'avais fait un truc comme ça. Il a les cheveux un peu hérissés, mal brossés à la fin, parce que tu sens qu'ils ont presque été collés par ce truc-là. Il a les cheveux verts comme le Joker. Je dois faire une référence à Batman, excuse-moi, à chaque show. Tu sais, vous voyez la scène dans la scène du marécage. Donc, ça a été tourné en province. Et ils logeaient dans le même hôtel où ils avaient tourné la Grande Vadrouille. Et Houry rentre dans la chambre, l'hôtelière lui avait donné la chambre qu'avait Bourvil. Et quand il rentre dans la chambre, il y avait des fleurs, un bouquet de fleurs avec un petit mood de Funès, avec une pensée pour André Bourvil. Et Houry allume la radio dans la chambre, et il y a une chanson de Bourvil qui passe à ce moment-là. Donc c'était assez émouvant. Les poils. C'est vrai que c'est assez... Mais on va parler de casting avec toi, de Jeff, à propos d'acteurs, parce que De Funès dit de ce film, parce que De Funès avait une réputation d'être un peu rigide, justement, dans la vie. C'était un type qui préparait à mort, extrêmement perfectionniste, très renfermé sur lui-même, ce qui est normal, comme souvent les comiques, c'est pas fatalement des gens très comiques dans la vie, on peut le comprendre. Et ben, il a dit, ce film m'a décrassé l'âme. C'est qu'effectivement, ça l'a ouvert un petit peu au monde, et à travers sa comédie, il a pu quand même aussi élargir son état d'esprit, ce qui est formidable. Et il paraît que Dalio, dont tu vas nous parler, peut-être Jeff, ne s'entend pas du tout avec Gérard Houry. Salomon, ist geworden mich schuld. Ganz mich schon gehört. Oui, il n'a pas... Ça n'a pas accroché. Bon, après, c'est vrai qu'il n'avait pas un grand rôle. 30 ans que je ne l'ai pas venu à Paris, Samuel, et personne, il est venu me chercher. Mais il n'avait que pour De Funès. Mais après, c'était le rôle principal. Hein. Dalio, c'est pas lui qui allait ramener 7 millions. Dalio, c'est Rabbi Jacob, excusez-moi, les gars. La piverte, c'est va. Rabbi Jacob. Oui, mais c'est pas Dalio qui allait ramener 7 millions de spectateurs. Donc sur la non, mais c'est quand même une légende. Dans la grande légende. Voilà, mais il s'est fait. Non, mais bien sûr, Marcel. Ouais. Mais forcément, il avait un rôle secondaire. Il avait pas beaucoup de jours de tournage, tout ça. Mais oui, donc pour en revenir au casting, au départ, Salomon, ils avaient pensé à Charles Denner pour jouer Salomon. Ça ne s'est pas fait. Et c'est Henri Guibé. Donc quand il lui dit est-ce que vous êtes juif, il fait non, mais ça peut s'arranger. Et il lui dit ça Henri Guibé. Et Guibé, qui avait pas beaucoup d'expérience à ce moment-là, hein, c'est le tout premier film. Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin?
Mais il est pas juif. Ah si. Alors Henri Guibé est né le 21 décembre 36 à Paris. Donc il a fait, c'est de la bande du Café de la Gare à la fin des années 60 avec Devaher, Coluche, Romain Bouteille, Miu Miu, qui est aussi dans le film. Mon voile, rendez-moi mon voile. Il fait beaucoup de pubs à l'époque. Et donc en 72, quand Henri lui propose ça, pour lui c'était inespéré. Et puis surtout tourner avec De Funès, c'est quelque chose. Et il en parle toujours. Alors c'est vrai, on le ramène toujours à Rabbi Jacob, mais il en parle toujours avec beaucoup d'élégance, De Funès. Et il m'a très très bien renvoyé la balle. Et contrairement à ce qu'on peut dire sur lui, non, il n'était pas du tout irascible ni rien, au contraire avec ses partenaires. Filez, dépêchez-vous, montez. Alors il a fait dans beaucoup de films de Lautner. Il a remplacé Aldo Machon dans la 7e compagnie. Trop cher, Machon, trop cher. Et pour moi, il a eu une seule fois le rôle principal dans un film magnifique, un film que j'aime énormément, qui s'appelle Le Pion, de Christian Juan. Et il joue le rôle du surveillant Barabi. Et c'est un petit bijou, ce film, un film que j'aime énormément. Le problème, c'est qu'il a commencé à faire pas mal de nanars, des films de Bidas, etc. Alors il a aussi fait pas mal de films avec Jean-Paul, on le voit dans Le Guignolo, dans Les Mariés de l'an 2, etc. Et c'est un acteur, ce qu'on appelle un acteur populaire. Voilà, c'est vraiment. Oui, puis en plus, on a vu avec Dinam, qui est fantastique dans Les Fantomas, c'est pas évident d'être le clown blanc de cet Auguste fou qui est De Funès, et il tient bien le choc. Hein. Il fait passer l'émotion, il fait passer et cette grande scène dans la voiture. Vous êtes juif, Salomon, c'est quand même un grand moment de cinéma, à vie, ce type-là, Henri Guibé aura eu sa cache-phrase. À vie, quoi, vraiment. Voilà, exactement. Exactement. Et il y a son fils Christophe Guibé qui poste beaucoup de vidéos. Puis je commençais à feuilleter la brochure, puis je voyais marqué Salomon, ça part partout. Il y avait Salomon à toutes les pages. Ah là, j'ai eu un frisson. Je me suis dit, oh là là, mais c'est un rôle qu'on me donne. Sur Facebook, où il est avec son père en voiture, c'est très sympa. Je vous engage à regarder ça. Ouais. Le père a été décoré, je crois, de la Légion d'honneur ou de Chevalier des Arts et Lettres récemment. Il a reçu un honneur, et c'est tant mieux parce qu'il le mérite. C'est un bon acteur. Il est descendu à Nice pour les obsèques de Georges Lautner. Et pendant les obsèques, j'ai dit un petit mot, et puis il m'a pris à la fin de la cérémonie, je le connaissais pas, il m'a dit merci pour vos mots pour Georges. Ça m'a touché venant de lui, qui connaissait bien Lautner, parce qu'on fait plusieurs films ensemble. Très sympathique. Voilà pour ce qu'on peut dire sur le grand Henri Guibé. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif? Parce qu'hier, je ne l'étais pas, voilà. Alors, on a Claude Giraud, qui est pas du tout de la nationalité qu'il prétend être dans le film. On a vu qu'il y avait du blackface, mais il y a aussi du brownface. Alors, je vous pose une question. Qui aurait pu jouer Slimane? Slimane! Non! À genoux, salope! Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'acteurs maghrébins à l'époque. Omar Sharif, moi j'ai pensé à ça. Ouais. Mais ça aurait cassé le film, je pense. Et trop cher. Parce qu'il fallait quelqu'un de grand. Donc Hamidou était trop petit, je pense, niveau taille déjà. Ouais. Et je parle des acteurs qui auraient eu l'âge de jouer ça. Hein. Enfin, ceci dit, quand je l'ai vu enfant, et vous aussi, j'imagine, à la télévision, ça m'a pas choqué du tout. Le mec, il était parfait pour le rôle. Ça le quand faisait. T'es petit, tu penses qu'il est arabe, ouais. Voilà. Si ce soir j'arrive dans mon pays, demain je suis Premier ministre. Et après, je pense pas qu'on puisse jeter la pierre à Henri, puisque des années plus tard, déjà dans l'As des As, pour jouer le rôle du petit juif, il prend un petit arabe, Rachid Ferraj. Quand il fait le Spoons, le rôle d'Irénée, il prend Smaïn. Qui est quand même Irénée, le Spoons, c'est un projet. Le Spoons, c'est un projet de Smaïn, hein. C'est lui qui avait tout amené. Oui, mais justement, il prend un acteur maghrébin. Mais là, effectivement, on voit, parce que c'est toujours des coproductions franco-italiennes, on voit Enzo Montagnani dans le rôle d'un petit Bud Spencer, qui lui est donc pas du tout arabe, mais qui est italien, et ça amène, ils sont un petit peu d'opérette, quoi, si tu veux, c'est là où on se voit qu'on n'est pas complètement... Ils sont surtout en train de dire n'importe quoi. Je parle pas beaucoup arabe, mais je le comprends un tout petit peu. Bon, il y a des trucs, il y a des rabesques, mais il y a des phrases. Urkoum Fares ne veut rien dire, hein, les amis. Non, mais par exemple, à un moment donné, et que de filer, qu'est-ce que c'est Patakouek, il arrive de le dire, ils disent n'importe quoi. Je veux dire. Et c'est assez drôle d'ailleurs, de faire une espèce, un peu comme dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, où il dit n'importe quoi. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, ce Renzo Montagnani a tourné dans des nanars innommables, et il a tourné dans un film qui s'appelle quand même Et mon cul, c'est du poulet. Quand même, je pense pas qu'on fasse un podcast dessus, mais je pense que Romain nous trouvera la jaquette. La traduction de Il est très bien dedans. Hein. Premier film écrit par Philippe Sedbon, excusez-moi, je voulais préciser quand même.
Ouais. Et mon cul, c'est du poulet. Mais rigolez pas, il existe le film, vous verrez. Oui, je voulais parler justement, après tu parles en casting, De Funès était un peu rigide, lui, sur le choix des acteurs qui allaient jouer avec lui, parce que dans la comédie, il faut du rythme. Hein. Si t'es un acteur qui attend, je veux dire, c'est le syndrome Eric Stoltz dans Retour vers le futur, qui était pas bon, parce qu'il avait pas arrivé et on amène Michael J. Fox. Là, t'as André Falcon, t'as Guy B, t'as Pied-Plu, t'as Jacques François. Un scandale, Pivet. Un scandale. T'as Jacques François qui est formidable à tout. T'as Reda Kateb, Anthony et t'as Claude Giraud. Les mecs ont du rythme. Ils sont là, c'est clac, clac, clac. Et surtout, mon idole, moi, Claude Pied-Plu. Police, commissaire Andréani, monsieur Pivert, s'il vous plaît. Commissaire Andréoni. Voilà, police. Ce mec-là, vraiment, était extraordinaire. Ouais, voilà. Donc, Claude Pied-Plu, donc qui est la fameuse voix des Shadocks. Je vous invite un jour à découvrir la bande-annonce originale du film Les Valseuses. Des précieuses, des joyeuses, des baladeuses, des glorieuses. Où il n'y a pas d'image du film, c'est juste des dessins, et c'est la voix off de Claude Pied-Plu pendant 2 minutes. Les valseuses, qu'il ne faut pas confondre avec le valseur. sur le truc des valseuses. Ouais. Et oui, on parlait donc de Renzo Montanelli, et il y a son assistant dans le film, enfin son second couteau, qui est joué par un Malek Kateb, qui est le papa du comédien Reda Kateb. Et Malek Kateb a fait pas mal de films d'arcade, etc. Et Reda Kateb disait à l'école, quand le film passait le dimanche soir, le lundi, j'étais le fils du prince. C'est-à-dire, tous les gens venaient me poser des questions. Alors, c'était comment tourner avec De Funès, là. Il était super fier. Et puis Reda Kateb, il fait une magnifique carrière. On l'a vu aussi dans le Grand Pardon, dans La Question de Laurent Henman. Il fait le thé à la menthe aussi. Et voilà, c'est comme disait dans les années 70, il y avait Mahmoud Zemouri comme acteur, il y avait Rabal Oussif, il y a Mohamed Dinette aussi. Mohamed Dinette qui est magnifique dans Dupont-la-Joie. Voilà. Ouais. Il y a El Kébir qui joue un des juges dans ce petit tribunal dans l'usine de chewing-gum. El Kébir qui a travaillé avec Delon dans Mort d'un pourri, qui est celui qui a la bagnole, qui se fait tuer dans une bagnole, mais il y en avait très peu. Sans oublier, bien sûr, Jeff, Jesse Kabil. Mais je peux pas ne pas rendre hommage à cet acteur. Il y a Amidou aussi qui a joué dans La Valise. La mort. Qui était aussi un acteur qui était très qui connu. commençait à Amidou. Grands acteurs, t'as vu, on voit aussi Miu Miu qui était au Café de la Gare avec Guy B, qui a un petit rôle dans une rousse mémorable, mais elle est fantastique. Et c'est là, moi j'adore effectivement tous ces films où on voit cette nouvelle génération poindre à l'horizon avec des gens comme De Funès ou Pied-Plu, qui appartiennent aussi à un cinéma plus exceptionnel de comédie avec des personnages plus hauts en couleur, si tu veux. C'est ça que j'adore. Moi, le mariage, la scène est, moi, je la trouve magnifique, cette scène aux Invalides, où tu as quand même la quintessence de ce qu'il y a de mieux en second rôle français. C'était un Suzy de l'air, il y a Popek, mais il y a Claude Pied-Plu, Jacques François. François, The Pivert est un genre foutre. Je veux dire, André Falcon, qui est génial chez Lelouch dans l'aventure, sur l'aventure qui joue une espèce de ministre. Allô, la voiture de Monsieur Pivert, le ministre veut lui parler. Qui vient placer ses alouettes. Rigaud qui faisait le con au boomerang. Rigaud, ouais. Le boomerang qui prend le boomerang. À dîner mercredi soir. Oh, mais j'en serais ravi, Monsieur Michaud. Il y a aussi, il y a Olivier Lejeune. Dis donc, Alexandre, t'es sûr que c'était pas Notre-Dame? Il y a ce cher Jérôme Deschamps. Et le lunch, on peut y aller quand même? Pas très drôle. On reviendra la prochaine fois. Où est la paix? Créateur de La Troupe des Chiens, encore un petit Donc c'est bien foutu de sa gueule chaque fois que ça passait à la télévision à Jérôme quand on était en compagnie. Ah, on disait, dis donc, on t'a vu hier soir dans la fiche à Jacob. Qui voulait pas en parler. Parce que c'est les jeunes du conservatoire. Savoir que pour le scénario, ils ont aussi consulté Jean-Loup Dabadi. Et c'est Jean-Loup Dabadi qui a eu l'idée du mariage. Il s'est dit, mais pourquoi ce Pivert doit rentrer sur Paris? Il faut qu'il y ait quelque chose, etc. Et c'est Dabadi qui leur a suggéré l'idée du mariage. Mais il est très fort, Dabadi. Compliqué à tourner, ils ont eu des autorisations extraordinaires parce que Houry connaissait plein de gens haut placés et il a réussi, je crois que c'était avec Debré, à avoir les autorisations sans voler trop près des toitures parce que pour pas abîmer le monument national. Mais effectivement, il a obtenu des choses que d'autres metteurs en scène n'auraient pas pu avoir. Il avait aussi Bernard Stora comme assistant réalisateur. Donc moi, je dirais Bernard Tora. Bernard Tora pour ce film. Ouais, Bernard Stora qui a été réal seconde équipe, qui a une très grande carrière d'assistant et de réalisateur aussi, Bernard Stora. Et c'est un film où on voit ce générique début. Je crois que c'est la première fois qu'on va au cinéma le World Trade Center, parce qu'il venait d'être inauguré, quand il est filmé. Et au générique, il y a 6 ou 7 plans du World Trade Center.
Et ça tranche énormément avec le reste du film. Moi, j'aime beaucoup quand on commence dans un autre pays. Tout d'un coup, ça fait plus riche. Tu te rappelles comme l'Exorciste qui commence en Irak. En Irak, exactement. Ouais, et ben là, tout d'un coup, même si ça fait un peu stock shot par moment, si tu veux, on voit que c'est une deuxième équipe, c'est tourné un peu à l'arrache et plus guérilla cinéma que le reste du film. Ça donne quand même une espèce de côté un peu plus. Ça élargit le canevas. J'aime bien. Ça reste luxueux parce que d'abord, on suit les personnages, on sait vraiment qui est Rabbi Jacob, c'est très très drôle. On a cette fameuse scène du taxi qui vole, un peu comme la mer Rouge qui s'ouvre, c'est assez biblique, qui s'ouvre pour les voitures. On nous montre déjà que Rabbi Jacob est cliché. Tu sais, à chaque fois à New York, t'as toujours des enfants qui sont avec une bouche d'incendie qui crachent de l'eau. Un peu comme James Caan quand il frappe. Dans le parrain. Dans le parrain, je pensais à ça, moi. Ouais, ça fait ambiance, moi je trouve elle est magnifique. Moi ce générique, bon, je suis un peu moins convaincu par l'histoire du taxi quand il rentre à 50 dedans. Il y a des plans, on voit que c'est du carton, hein, les roues, tout ça et tout ça. Oui, non, bien sûr. C'est un numéro de clown quand tu fais rentrer justement plein de clowns dans une petite voiture. Là, il réplique la cabine des Mars. Ouais, voilà, exactement. Mais il se permet effectivement d'une suspension de la crédibilité parce que il y a plein de choses, même à la fin, quand ils arrivent dans la cour justement ministérielle avec les voitures qui font des dérapages, des hélicoptères et tout. Ça se passerait pas comme ça, si tu veux. Surtout avec un mec qui est sur le point de devenir président. C'est assez étrange parce qu'il démarre le film sur De Funès au bout de 8 minutes. C'est quand même d'habitude. Et le plot change à 20. D'habitude, on va changer vers les 20 minutes. Là, la rencontre avec Slimane se fait à 25, un peu plus tard. Et la transformation se fait encore un peu plus tard. Donc, il a un peu décalé les codes par rapport à la descente aux enfers. Cette descente aux enfers qu'on retrouve un petit peu aussi dans certains mêmes jours, parce que ça copie certains mêmes jours. J'ai un danger, j'ai un problème, je me travestis, et je fais tout un parcours pour me dire que c'était pas si mal ce que j'étais. Et d'ailleurs, dans le message de tolérance, il donne carrément sa fille à celui qui est, un roi du pétrole, en fait. Voilà. Donc... N'allez pas laisser partir notre fille avec un président de la République, ma fille, vous avez bougé, un président de la République. Vous parliez de la scène aux Invalides, il y a aussi un clin d'œil par rapport au voile, puisqu'il y a Miu Miu qui est quand même, on va dire, catholique dans le film, elle a son voile qui s'envole, et elle demande à Slimane, mon voile, rendez-moi mon voile. Mon voile, oui. Il y a aussi un clin d'œil, bien sûr. Non, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont... Alors, j'invite parce que je sais qu'il y a des fans purs et durs de ce film, parce qu'on se disait toujours, on peut pas retrouver les scènes coupées, parce que De Funès faisait 10-15 prises. Pour les fans purs et durs du film, je vous invite à voir la bande-annonce originale du film. C'est rempli de scènes qui n'ont pas été retenues sur le film. Alors, c'est des scènes qu'on voit dans le film, hein, mais ce n'est pas les mêmes scènes, où il n'y a pas les mêmes mimiques de Funès. À un moment donné, quand il a le blackface, justement, à un moment donné, il dit, regardez-moi. Et moi, regardez comment je fais. Et cette scène-là, elle n'y est pas. Alors, c'est très court, hein. Ça mais pour ceux qui connaissent vraiment le film par cœur, comme c'est moi. Et donc, c'est pas du tout le même truc. Et il y a même une scène face à Duranton, à l'extérieur de l'aéroport. Je ne suis pas juif. Il y a un échange dans la bande-annonce qu'on ne voit pas dans le film. Ouais. Quand Nakash Toledano vont tourner Intouchable aux Deux Magots, c'est par rapport à Rabbi Jacob, quand il y a cette scène avec Cluzet et Omar. Et dans La Vérité, si je mens 3, il y a Léa Drucker, elle s'appelle Salomon, et elle est perceptrice des impôts avec un de ses collègues de travail. Il lui dit Salomon, elle n'est pas juive. Il fait, mais comment ça, Salomon, vous n'êtes pas juive? Donc il faut un clin d'œil évidemment à Rabbi Jacob. Atman, parlons un petit peu de la scène de la danse, parce qu'au départ, donc, c'est censé être un violoniste, il était censé faire un numéro au violon, plus proche de ce que font peut-être les Marx Brothers au piano ou à la harpe, mais ils ont l'idée de génie de la danse. Silence! Rabbi Jacob! Elle va danser! Donc ils amènent ce groupe de danse folklorique, et la grande idée de De Funès, on l'a beaucoup entendu, mais ça vaut la peine d'être répété, c'est qu'en fait, au départ, il est censé pas savoir très bien danser. Et en fait, il a dit non, il faut que je danse super bien. Vous avez travaillé combien de temps pour la réussir, cette danse? Moi, ça a été... On peut travailler un mois. Un mois, mais tous les matins à 9h. De 9h à 11h. Ouais. Et ça, c'est pas crédible, mais ça fait la scène. C'est pas qu'il faut qu'il danse bien, c'est que les autres, dans le ballet, dansent. Lui, il danse et il joue le mec qui veut pas montrer qu'il ne sait pas les pas. Et par miracle, il les trouve, il vérifie dans les plans sont hyper bien montés. Par miracle, il les trouve. Derrière le dire, enfin, c'est un miracle. Avec une fantastique musique de Cosma dont tu as parlé précédemment.
qui rejoint qui les mélange la Keltner, modernité, qui mélange le folklore et qui Roger amène Yiddish, tout ça. La musique un peu talent. américaine, voilà, Ouais, de films rythmés. Et moi, pour aller sur la danse, je veux aussi parler de ce que Rouri laisse à De Funès dans les gags. C'est-à-dire, ce que ne peut plus dire de Funès avec la voix, il le fait par les paroles. Je parle de la porte quand il vire Henri Guibé. Allez, sortez. Une porte fictive, ça, aucun metteur en scène te laisserait faire ça. Il laisse le coup du poisson dans l'eau, enfin à l'aéroport quand il chasse, quand il fait de la pêche avec un verre dans un évier. Pourquoi cette scène? Quand il fait la description de la fourrure et de la pantire pour l'accent, on prend un temps, alors que dans une comédie rythmée, on va dire mais ça sert à rien cette scène. Et sur la danse, cette danse magnifique qui est le morceau de bravoure de l'acceptation, c'est que ce pauvre type malheureux pour se faire accepter totalement, est obligé de danser. Et on est au sortir de l'homme orchestre et de la rythmique à De Funès depuis Oui, parce qu'il était pianiste et comme tu vois, Peter Sellers était batteur, comme Mel Brooks aussi, et c'est des gens qui ont un sens inné du rythme, donc ils dansent super bien. Et on se rend compte que c'est presque le début d'une comédie musicale, en fait. On est presque dans... C'est un Américain à Paris, mais là, c'est un rabbin à Paris. Mais je trouve que la scène fonctionne parce que justement, De Funès ne tire pas la couverture à lui. Il n'en fait pas des caisses. Il s'immisce dans cette troupe de danseurs. Exactement. Tu vois, la scène d'Oscar, par exemple, quand il en fait des caisses, etc. Bon, c'est tout. Et là, il a l'intelligence, je trouve, de se mêler justement à cette troupe de danseurs. Et même quand il chope Slimane pour le faire, t'imagines? Il fait danser un arabe sur une danse juive. Ils font même la petite chenille à la fin, là. C'est vraiment. Et c'est, comment elle s'appelle? Valérie Lemercier qui avait refait cette danse à la cérémonie des Césars. Il a appris les pas vraiment minutieusement pendant des semaines, quasiment. Et il travaille avec tout le monde. Et il a perfectionné le truc, justement, dans le sens où il l'a rendu de plus en plus drôle. En fait, ça qui est il est drôle. Il y a un truc. Une réflexion. Il y a un peu ça dans Austin Power quand il danse. Il y a une fatigue du visage à pas le faire comme s'il avait été forcé. Et c'est très très drôle. Il est poussé. Pendant que les autres sont dans la joie, il est dans le drame de ne pas se faire démasquer. C'est ça qui est drôle. Et on dit que le chef-op de la nouvelle vague, là, Henri Deca, qui cadre tout, après qui est rentré vraiment dans les grosses comédies, le professionnel aussi, les films de Belmondo, il est en complicité avec lui pour regarder les cadres. Sur la danse, il mettait quelqu'un. Il dit, tiens, je vais pouvoir faire ça. Henri lui avait laissé le champ libre sur les cadres. C'est-à-dire des photos qu'on voit. C'est sur la danse parce qu'il veut pas... Parce que après, il y a des choses qui sont très, très drôles sur le folklore juif. Quand il dit, quand un juif te pose une question, tu réponds par une autre. Enfin, tous ces trucs-là qu'il y a parce que l'arrivée rue des Rosiers dans la fosse, elle est quand même assez... Tournée à Saint-Denis, t'as vu, recréée à Saint-Denis. Elle est biblique. C'est extraordinaire. Et jamais quand il dit ça se passe comment une communion juive, ça se passe comme ça. Ah oui, très bien. Et toi, tu me reconnais? Non, tu me reconnais, Rabbi Jacob? Non, et toi, tu me reconnais? Non plus. Bon ben. Voilà. Et alors, alors André Valardi avait une scène qui a été coupée. Cher Lévi! Mais on le voit quand il dit Cher Lévi, il est dans la foule des gens, il a un chapeau, on le reconnaît, il a une barbe. Donc mais il avait une scène parce que le rôle a été coupé au montage, il paraît, la scène où il était. Et il y a toujours ce Dominique Zardi imposé par De Funès, qui est son copain. Shalom, Rabbi. Shalom, mon fils. Shalom. Shalom, pas vous. Shalom, lui. Ah. Qui joue un boucher cachère, qui dit pas shalom vous, shalom lui. Tu te rappelles de cette scène, Jeff? Pourquoi ça arrive toujours dans les films de De Funès? Ouais. Ce que j'aime bien chez De Funès aussi, c'est le comique invisible parfois. C'est-à-dire, il fait des scènes quand il dit justement dans la scène de la voiture là, et il dit, il retourne juste la tête, il fait comment ça, Salomon, vous êtes juif? Et il se retourne, on sait pas où il se retourne, il retourne la tête, il regarde lui, et quand il dit Monsieur est très bel homme, et tu vois, il se regarde dans le rétro, c'est tous ces petits trucs pas forcément, je pense, écrit dans le scénario. C'est là où on voit ses beaux yeux bleus d'ailleurs. Sa femme regrettait que les chefs opérateurs ne montraient pas assez ses yeux bleus. Et là, on voit brièvement l'intensité, la beauté de ses yeux bleus. Mais t'as vu, quand ils sont dans l'usine de chewing-gum, je dois terminer là-dessus, c'est qu'il y a de la buée qui sort de la bouche. C'est qu'en plus, il faisait froid. L'enfer que ça a dû être. Non, mais l'enfer, il ne l'a pas ménagé. C'est pour ça qu'après, en fait, il a eu ces problèmes sur scène dont tu avais parlé à l'occasion de la cuisse, probablement avec le toréador, c'est qu'il a dû être quand même, il a dû morfler en termes de santé. Il a 58, je crois qu'il a 58 ans, sur le film, tu vois, donc c'est quand même, c'est terrible. C'est une boule de nerfs, il lui fait faire, de nuit, il lui fait faire le truc des bagages. Il paraît que c'était très très fastidieux, le truc des bagages fragiles là.
l'espèce de chenille, là, avec les Là bagages. aussi, c'est pas crédible du tout qu'on laisse partir un mec dans le truc des bagages. Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire, il le fait, comment dirais-je, dans l'eau, comme j'ai dit, l'usine, le fait courir, dans la forêt. Donc il arrive en espèce d'hérisson avec des fleurs. Enfin, il le ménage pas. Hein. Quand il se fait coller le panneau fragile, c'est Ouri. Oui. C'est la main d'Ouri qui lui colle le panneau fragile. Ah, c'est la main d'Ouri, oui. Il y a une tolérance dans le film. C'est-à-dire que je suis désolé, on l'a fait à l'époque, mais Slimane l'Arabe qui baptise le petit juif dans une synagogue, mais va faire ça aujourd'hui. Là, je pense donc, même si elle a dit que c'était difficile à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, ce sera encore plus compliqué. Et puis cette poignée de main finale très symbolique a ému. C'était très applaudi, hein. Ouais, ça a été très applaudi. Il est parti, je crois, présenter le film en Israël, je crois d'ailleurs, Ouri. Et effectivement, quand il dit son cousin éloigné, il y avait un moment d'émotion dans les cinémas, je crois. Ouais. Je l'ai pas vu en salle, mais c'était le pitch du départ. C'était un raciste qui réconciliait un juif et un arabe. C'est ça. C'est pour ça que la scène est forte. C'est le pitch du départ. Ouais. Mais il y a une actrice que t'as pas nommée qui est formidable. Je dois juste dire son nom. C'est Jeannette Brandt, la vieille dame. Ah oui, voilà. Jacob, écoute-moi, il a une drôle d'accent français. Parce elle a appris en phonétique son texte. Phonétique. Ouais, mais elle est formidable parce qu'elle a une vraie présence comique. C'est un petit peu comme Groucho avec Margaret Dumont, tu sais, c'est l'extraordinaire 5e Mark Bronzer. Elle garde son sang-froid face à cette espèce de dynamo, de diable de Tasmanie. Elle rappelle un peu il parle qu'elle rappelait un peu la grand-mère de Diane Thompson, la mère de Gérard Houry, Marcel, qui est morte pendant le coup du parapluie, qui est un peu aussi bête dans la boum. Elle est un peu ce côté un peu vieille dame qui passe, qui marie les gens déjà. Ouais. Il va lui trouver une blonde qui s'appelle Hanna. Aussi, Jeff, pour terminer sur le casting, on voit aussi deux acteurs que j'aime beaucoup, qu'on voit chez Blier et parfois aussi chez mon père Francis Weber, qui sont Riffard et Fortin. Ah oui. C'est toujours un grand plaisir de les voir. Fortin, des gens. Riffard. Il y a André Perverne aussi. Ouais. André Perverne. Qui jouait dans les Paralympiques de Chevron. Qui a été dirigé par Tarantino, André Perverne. Ah oui. Ah, il est dans French Connection aussi. Dans le 2. Il joue un bistrotier à Marseille. Henri Guibier raconte une anecdote. Un jour, il va voir sa grand-mère qui était fan de Jean Ferrat. Et à la télé, passe un truc de Jean Ferrat. Et il lui dit Maman, tu sais que Jean Ferrat. À sa grand-mère, dit Mamie, tu sais que Jean Ferrat est juif? Elle fait Mais arrête-toi, tu vois le mal partout. C'est Henri Guibier qui dit ça, je trouve ça très drôle. Cet monsieur Seligman, c'est pas n'importe qui. C'est un rabbin, qu'il est un chauffeur. Il y a Popek aussi, Popek qui racontait que c'était très très dur. Ouais. C'était son premier film, qu'il avait failli faire une gaffe en faisant cette réplique. Mais l'avion ne va pas décoller, maman. Et que tout le monde sur le plateau s'était tué parce qu'il avait fait une improvisation. Ouais. Et que Houry avait demandé à réécouter au casque. Il dit on la garde, elle est super drôle. Et qu'à partir de là, il a eu toute la confiance de Funès et de Houry. Et ça a déterminé son personnage qu'il allait créer par la suite. C'est le spin-off de ce film directement, tu vois. Carrément, ouais. Ouais. Houry avait dit De Funès, c'est le seul acteur qui peut jouer des personnages odieux sans être antipathique. Et c'est vrai, parce qu'il est horrible. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Tu pourrais pas. Et malgré ça, il a la sympathie du public, donc ce qui est assez. Sa signature, effectivement. Il y a une phrase qui me fait rire à l'écran. On fait il a un cheveu, mais il est riche. Oui, riche comme moi, riche et catholique comme tout le monde. Ça veut dire qu'il est riche. Mais on est chez Molière, là. C'est l'avare qui marie sa fille. Et Houry, comme Francis, ont été dénigrés pendant des années parce que c'était que de la comédie. Mais c'est quand même des auteurs à part entière parce qu'il faut les écrire, ces films. Et si 50 ans plus tard, ça passe toujours à la télé et que ça cartonne, c'est quand même c'est des comédies de qualité réussies qui ont su traverser le temps. Alors, ils ont toujours eu le succès public, mais la critique, systématiquement, Houry ou Weber, il est tombé dessus, quoi. Et faire venir du monde, ça crée des jalousies, parce que c'est un vrai travail. Ça demande du travail, ce genre de comédie-là, comme les comédies de ton... Ça demande énormément de travail de connaître les acteurs, d'avoir le sens du gag, d'imposer un gag sur un plateau, de laisser un acteur faire son gag, de voir s'il marche pas, d'aller le revoir après. C'est la honte si ça marche pas un gag. Et on le verra après plus tard dans certaines comédies de certains grands metteurs en scène qui après s'épuisent, voilà, parce qu'ils n'ont pas les acteurs pour véhiculer leur gag. Mais moi, je veux revenir à cette scène où Houry le laisse. Cette scène dans la bagnole de la lettre piégée. Enfin, il faut quand même l'assumer, ça, en tant qu'acteur. Alors, je suis chez moi. On sonne. Il faut la jouer. Et moi, c'est prodigieux. On n'a plus ça. On n'a plus quelqu'un qui en fait. J'imagine, moi, je l'ai pas vu au cinéma, hélas. J'imagine dans une grande salle,
Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur les aventures de Rabbi Jacob le dise ou qu'il se taise à tout jamais. On adore revoir ce film, le voir et le revoir, il nous fait du bien, il nous décrasse l'âme, comme disait De Funès. Et moi, j'aime bien, je l'ai montré à ma fille, je le montre à plein de jeunes, enfin, à la jeune génération, aux enfants. Ils sont par terre, ils sont morts de rire. Moi, dans la classe de ma fille, ils ont 13 ans, ils ont De Funès en photo de fond d'écran, certains sur leur poste, sur l'iPhone. Donc, t'imagines la trace qu'il a laissée. Il devrait faire une skin sur Fortnite avec De Funès ou sur Roblox, tu sais. J'en suis sûr qu'on pourrait faire un jeu avec De Funès. En tout cas, voilà. Regardez les grands acteurs comiques. Regardez les grands acteurs comiques, ils apprennent beaucoup, quoi. Voilà. Ouais. Avec Guy B dans le rôle de Luigi. Bien, merci mes cinébuddies, Atman et Jeff, pour ce voyage sur les routes de notre enfance. Et pour les cinébuddies, une seule religion, celle du cinéma. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec toutes les semaines une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, assisté de Diana Mossafir, son Katia Lazareva. Merci mon Atman, merci mon Jeff, vous fûtes brillants. Vous avez vu, c'est moi qui ai raccroché dans le film. Vous avez vu? Quoi? C'est moi qui ai raccroché. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, merci à Gérard Horry de nous avoir fait rire pendant toutes ces années. Voilà. Merci à Gérard Horry, à Atman Khelif. J'aurais voulu vous rencontrer. J'ai rencontré Daniel Thompson qui m'a expliqué que quand ils avaient un problème de scénario, qu'ils allaient trop loin dans La Grande Vadrouille, ils s'arrêtaient à Albi. Et Albi, je suis né à Albi, donc je suis très content. Ouais, et chaque fois que je croise Daniel Thompson, je lui dis « Je suis né à Albi ». Voilà, donc c'est mon petit truc vis-à-vis de cette grande famille de cinéastes. Voilà. Juste un truc, je vous conseille ce bouquin, écrit par Daniel Thompson et l'ami Jean-Pierre Lavoignat, voilà, et Le Schnock de l'ami Alistair. Bravo. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast Grand Écrin. Et pour terminer, alors une idée qui nous a été suggérée par un de nos chers auditeurs, un kinovote, une liste de 6 films pour savoir quel film vous aimeriez que nous kinopodions dans le futur. Voici la liste: Chinatown, Angel Heart, Saturday Night Fever, Tandem, True Lies ou La Piscine. La balle est dans votre camp, les abracadamis. Moi, je suis très Saturday Night Fever, parce que, voilà, Chinatown. Et maintenant, avec ma gueule de podcasteur, de juif errant, de pâtre grec et mes podcasts aux 4 vents.